Cette phrase, on l'a tous déjà entendue, n'est-ce pas? Si le produit est gratuit, c'est le produit, c'est vous. Ça sonne un peu comme un slogan, une vérité toute faite. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est exactement ce qu'on va creuser aujourd'hui en s'intéressant à l'un des plus grands architectes de cette économie du gratuit, Google. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet, ce fameux mythe du gratuit. Parce que dans le monde des affaires, quand quelque chose est gratuit, il y a presque toujours une stratégie derrière. Ce n'est jamais juste un cadeau. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que l'absence de transactions monétaires, le fait de ne pas sortir sa carte de crédit, signifie que c'est réellement gratuit? Eh bien, l'économiste Chris Anderson a montré que la réponse est beaucoup plus complexe. Bon, regardons un peu comment ça marche, cette gratuité. En fait, il y a plusieurs modèles. D'abord, les subventions croisées. C'est le fameux un acheté, un offert. Le prix du produit gratuit est en fait caché dans celui que l'on paie. Ensuite, il y a le modèle freemium, qu'on connaît tous. On a une version de base gratuite, mais pour avoir les options sympas, il faut payer. Il y a aussi les marchés non monétaires, comme Wikipédia par exemple, qui fonctionnent grâce aux dons. Et enfin, il y a le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, le marché tripartite, financé par la publicité. Et c'est précisément là-dessus que Google a bâti son empire. L'entreprise a pris ce modèle tripartite et l'a perfectionné à un niveau jamais vu. Imaginez un triangle. D'un côté, il y a l'utilisateur, qui profite d'un service super pratique. De l'autre, Google, qui fournit ce service. Et sur le troisième côté, il y a l'annonceur, qui paye Google pour capter l'attention de l'utilisateur. C'est ce moteur-là qui a financé toute son ascension. Ok, mais concrètement, comment est-ce que cette machine a démarré? Comment Google est passé d'un projet de recherche dans un garage de Stanford à un empire planétaire? Au tout début, la clé, c'était la technologie, le PageRank. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les moteurs de recherche comme Yahoo se contentaient de compter les mots sur une page. Larry Page et Sergey Brin, eux, ont une idée de génie, classer les sites web en fonction de leur popularité, de leur autorité. En gros, plus il y a de sites importants qui pointent vers une page, plus cette page est pertinente. Les résultats étaient tellement meilleurs que tout le monde a suivi. Et cette supériorité technique, ça a été le tremplin pour une expansion, mais fulgurante. Regardez-moi ça. Après le lancement en 98, tout s'emballe. En 2004, Gmail débarque et humilie la concurrence avec son giga de stockage gratuit. Puis c'est l'acquisition d'Android, le rachat de YouTube, le lancement de Chrome. Chaque nouveau service gratuit était une nouvelle porte d'entrée pour des millions et des millions d'utilisateurs, et donc une nouvelle mine de données. Et pour bien comprendre cette ambition démesurée, il suffit de regarder ce chiffre, 1,65 milliard de dollars. C'est la somme que Google a mise sur la table pour acheter YouTube en 2006. À l'époque, tout le monde pensait que c'était de la folie pure, beaucoup trop cher pour un site de vidéo de chat. Aujourd'hui, on sait que c'était l'un des meilleurs investissements de l'histoire de la tech. Donc si on résume, le modèle économique derrière tout ça est d'une simplicité redoutable. On offre des services gratuits et géniaux pour attirer un maximum de monde. Plus de monde, ça veut dire plus de données, et plus de données, ça permet de vendre de la publicité ciblée de plus en plus précise et donc de plus en plus chère. C'est un cercle vertueux pour l'entreprise, ou vicieux, tout dépend de quel côté on se place. Mais voilà, aux alentours de 2015, il y a un tournant, un vrai changement de cap. L'entreprise se réorganise et montre une ambition qui dépasse et de loin la simple publicité. C'est ce qu'on appelle le grand pivot d'Alphabet. La création d'Alphabet, ce n'est pas juste un petit relooking, c'est bien plus profond que ça. C'est une manière de séparer les activités en deux. D'un côté, on garde le Google historique, la machine à cash publicitaire. Et de l'autre, on crée un ensemble de sociétés, les other bets, les paris sur l'avenir, voitures autonomes, biotechnologie, intelligence artificielle. Et là, on voit vraiment le changement de philosophie. C'est un pivot complet. Avant, avec le modèle Google, le produit, c'était l'attention de l'utilisateur, vendu aux annonceurs. Avec le nouveau modèle Alphabet, toutes les données collectées pendant des années deviennent la matière première pour construire quelque chose de nouveau et de bien plus puissant. De l'intelligence artificielle, qui sera ensuite vendue comme un service ultra performant. Et voilà le point clé à comprendre. Le but ultime n'est plus seulement de savoir sur quelle pub on va cliquer. Non, le véritable objectif, c'est de transformer toutes ces données sur nos comportements, nos recherches, nos déplacements en systèmes d'IA capables de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes et bien sûr beaucoup plus rentables. C'est là que l'avantage de Google devient quasi impossible à rattraper. Dans le domaine de l'IA, la quantité de données n'est pas juste un petit plus, c'est un avantage exponentiel. Une entreprise qui a accès à la quasi-totalité des données peut développer des IA que ses concurrents ne pourront jamais égaler. En somme, la gratuité a servi à construire un monopole sur ce qui est devenu la matière première du XXIe siècle, la donnée. Forcément, une telle domination, une telle concentration de pouvoir, ça soulève pas mal de questions, de critiques, et ça révèle aussi certaines faiblesses. C'est le prix à payer. Et les critiques, elles sont vraiment sur tous les fronts. Il y a bien sûr la question de la surveillance, avec la collaboration avérée avec certaines agences gouvernementales,
Mais ça va plus loin, avec des questions presque philosophiques. Prenez Calico, une filiale d'Alphabet, dont le but affiché est de tuer la mort. Ça soulève des peurs immenses sur la création d'une société à 2 vitesses, avec une élite augmentée et le reste du monde. Même la fameuse culture d'entreprise de Google, si souvent idéalisée, elle a son côté sombre. D'un côté, oui, il y a les bureaux cool, la nourriture gratuite, tout ça pour attirer les meilleurs cerveaux et les rendre ultra productifs. Mais de l'autre, des voix critiques parlent d'une anarchie organisée, une culture qui peut enfermer les employés dans une bulle et parfois manquer de vision stratégique claire. Et attention, cette toute-puissance ne veut pas dire qu'ils sont invincibles. Loin de là, le fiasco Stadia en est la preuve parfaite. Ce service de jeux vidéo en streaming, lancé en grande pompe, a été débranché sans ménagement, laissant des milliers de joueurs sur le carreau. Cet échec a abîmé quelque chose de fondamental, la confiance des utilisateurs. Ce qui nous amène à la question finale. Après avoir bâti un empire sur un modèle où l'utilisateur n'était pas le client mais le produit, est-ce qu'Alphabet peut maintenant nous convaincre de lui faire confiance pour piloter la prochaine grande révolution, celle de l'IA? Cette montagne de données qu'ils ont accumulée est leur plus grand atout, mais le déficit de confiance qu'ils ont créé pourrait bien devenir leur plus grand défi.